L'actualité est des retours sur les antennes de votre partenaire d'excellence Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros du journal. Tout de suite les titres. Prestation des serments ce mardi 11 février de 3 juges de la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie solennelle a connu la participation du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi. Lors du briefing de presse, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, a déclaré que le prince des églises, entre autres ceux de la Cinco et de l'ECC, n'ont pas reçu mandat du président de la République pour un quelconque dialogue en RDC. Une fois de plus, merci d'être branchés. Démarrons cette grande édition du journal par la cérémonie solennelle du prestation des serments de 3 juges de la Cour constitutionnelle qui a eu lieu ce mardi 11 février au Palais du Peuple en présence du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les 3 juges qui ont été nommés au mois de janvier dernier figure l'ancienne première présidente du Conseil d'État. Il s'agit de Madame Marthe Odia Nondé. Suivez. En sa qualité de magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mardi 11 février la cérémonie solennelle de prestation des serments de 2 juges membres de la Haute Cour et du procureur général près la Cour constitutionnelle. Moi, Marthe Odia Nondé, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Il s'agit de Madame Marthe Odia Nondé, ancienne présidente du Conseil d'État, et du professeur Aristide Kaindo Nguru, tous nommés et vont désormais siéger en qualité de juge de la Cour constitutionnelle. Et enfin, John Prosper Moke-Mayele a prêté serment en qualité du procureur général près la Cour constitutionnelle en remplacement de Jean-Paul Moukolonko-Kesha. Il s'est de rappeler que cette cérémonie s'est déroulée devant les 2 chambres bicamérales du Parlement congolais réunies en session extraordinaire avec la participation de membres du gouvernement et des diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Notons que ces 3 nouveaux membres de la Haute Cour seront au service de la nation congolaise pendant un mandat de 9 ans non renouvelable. Après cette cérémonie solennelle, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe Lwakaningini, a appelé les Congolais de tous bords à s'aligner derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici à travers cet extrait choisi par votre rédaction. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance, qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi.
Revenons sur l'exercice de la redevabilité du gouvernement. Lors de cette séance de briefing presse, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Bouanga Katemboué, a déclaré que le prince des églises, notamment de la Cinco et de l'ECC, n'ont reçu le mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de leurs initiatives de bons offices, axées essentiellement sur le pacte social en vue de restaurer un climat de paix et de la cohésion nationale. Regardez. Le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres à la fois de la Senco et de l'ECC qui lui ont fait il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leurs démarches parce que il est prévu justement qu'on lui donne qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle, et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'exprimait après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas tous les Congolais. Dans un autre registre, le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants Guy Mwadianvita Kabombo a effectué une descente le lundi 10 février dernier dans quelques recoins de la ville d'Egoma de la province du Nord Kivu pour faire l'état des lieux de l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie richissime de la République démocratique du Congo. Les patrons de la défense nationale a rassuré la population que la situation reste sous contrôle de nos FARDC. Regardez. Le vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale est arrivé à Béni ce 10 février 2025. Il a par la suite eu droit au point de situation de la province du Nord Kivu, sous état de siège et amputé de certains territoires des suites de la guerre d'occupation rwandaise, lui présenté par le gouverneur militaire du Nord Kivu, son excellence Évariste Somokakule. Son excellence Kabongo Mwadianvita a eu des mots forts face au terrorisme de la coalition RDF M23 AFC. Le ministre de la Défense nationale congolaise a visité par après les blessés à l'hôpital militaire de référence avant de se rendre au camp Mambangu où il a visité d'autres blessés de guerre, de nouvelles recrues, les candidats au PDD-RCS, les épouses de militaires, mais également les militaires rescapés de la guerre de Goma. Les questions sécuritaires restent-y, sachez qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, le travail de formation de militaires continue. Il faut savoir que le lundi 10 février dernier, le lieutenant-général Boamunda Ntumba Franco a inspecté le bâtiment qui serviront de doctoires modernes aux quelques recrues de FARDC en formation au centre d'entraînement de Kibomango, situé dans la ville de province de Kinshasa. Regardez à travers ces images.
Général Bouamounda Toumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement des Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront des dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant-général Bouamounda s'est dit fier de voir le centre se doter de ses bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les on-dit, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest, qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République qui, pour son armée, ne résigne pas sur les moyens. Profitons de cette occasion, le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck appelle les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour servir la patrie sous les drapeaux. Alors que la vie semble reprendre progressivement son cours normal dans la ville volcanique de Goma, en province du Nord Kivu, après plusieurs jours de paralysie à la suite d'intenses combats qui s'observaient entre le rebelle du mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda et le FARDC, le besoin humanitaire reste critique pour de milliers de personnes déplacées qui vivent dans des camps militaires, des écoles et autour de la ville. C'est ce qu'a révélé le Médecins sans frontières MSF en sigle le lundi 10 février dernier dans ce coin de la RDC. Suivez. La question relative à la situation humanitaire dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, était abordée lors du sommet conjoint SADC-EAC à Dar es Salaam en Tanzanie. 48 heures après le sommet, plusieurs recommandations formulées ne sont pas encore exécutées. Il y avait notamment le cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates et inconditionnelles, la fourniture d'une assistance humanitaire, y compris les rapatriements de personnes décédées et l'évacuation de blessés, élaborer un plan de titrisation pour la ville de Goma et ses environs, l'ouverture de principales routes d'approvisionnement, notamment Goma, Sake, Bukavu, Goma, Kibumba, Rumangabo, Kalengera, Ruchuru, Bunagana et Goma, Kiwanja, Rwindi, Kanyabayonga, Lubero, y compris la navigation sur les lacs entre Goma et Bukavu, la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et donner des conseils sur d'autres interventions de facilitation connexes. Depuis l'occupation de la ville de Goma en chef-lieu de la province du Nord Kivu par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise, la situation sécuritaire et humanitaire s'est détériorée davantage avec plus de 3000 morts et plus de 2000 blessés. Des voix ne cessent de s'élever pour appeler à la facilitation ou à l'ouverture d'un couloir humanitaire pour apporter de l'assistance aux populations en détresse. Le gouvernement provincial du Tanganyika au sud-est de la République démocratique du Congo a instauré depuis le week-end dernier de fouilles de tous les bateaux en provenance de la partie orientale de la RDC au port de la ville de Kalemi. Suivez les détails proposés par l'équipe rédactionnelle. Le gouvernement provincial de la province du Tanganyika en sud-est de la République démocratique du Congo a instauré depuis le week-end dernier des fouilles de tout le bateau en provenance de la partie orientale du pays au point de la ville de Kalemi. Une décision motivée selon l'exécutif provincial par le souci de prévenir toute infiltration en raison de sa proximité avec le Nord Kivu et le Sud Kivu.
en raison des tensions sécuritaires dans les provinces voisines du Sud et du Nord Kivu. Des mesures strictes ont été mises en place pour prévenir toute infiltration et neutraliser rapidement toute menace potentielle. Les bateaux Amani récemment arrivés en provenance d'Uvira ne constituent pas un cas isolé. Dans le même registre, à travers le lac Tanganyika, cette province de l'ex-Katanga est reliée à la partie orientale de la République démocratique du Congo, principalement par Uvira, où voudrait par ces nouvelles mesures, lit-on dans cette mise au point, assurer la sécurité de la ville de Kalemi face à la menace qui quête les provinces voisines. En définitive, une menace sécuritaire qui pèse également sur le Sud Kivu, plus proche de la province du Tanganyika par son lac, d'où les mesures prises de fuite au port principal de Kalemi. Dans ce même registre, au niveau national, Deogracias Lokele, cadre au sein de la formation politique APPC en sigle, croit à la restauration d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo grâce aux efforts consentis par les commandants suprêmes de forces armées de la RDC tout en soutenant les vaillants combattants engagés dans les opérations militaires de grandes envergures. Suivez. Nous sommes sans ignorer que c'est une guerre par procuration qu'on nous a imposée et néanmoins le chef de l'État a réussi quand même à faire voir au monde que c'est le Rwanda qui agresse notre pays. Et au moment où nous parlons, il y a des sommets entre la SADC et EAC. Bon, il y a eu des résolutions, mais nous, on ne peut pas compter réellement sur ces résolutions, puisqu'il y a des résolutions toujours sans condamnation. Mais nous osons croire que dans les prochains jours, ils vont revenir à la raison pour dire directement que c'est le Rwanda qui agresse la RDC et de chercher les voies et moyens pour mettre fin à cette guerre. S'il faut revenir en arrière, parler de l'inefficacité de notre armée, je peux dire oui ou non. Si l'armée parfois a montré son inefficacité, là, moi, je ne mange pas les mots. Je peux dire directement que notre armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière, raison pour laquelle les officiers qui sont là au front, ils ne font pas vraiment des efforts pour que notre armée gagne cette bataille. Mais néanmoins, nous avons des vaillants combattants et les Wazalendo qui font quand même leur mieux pour rétablir un peu la situation, pour freiner un peu cet élan diabolique des terroristes rwandais. Et par rapport au balai diplomatique que le chef de l'État est en train d'initier et aussi les prélats catholiques, moi j'ose croire que tous les chemins sont bons et je donne aussi chance à tout le monde, que ce soit aux prélats et que ce soit aussi au chef de l'État et aux organisations internationales qui essaient un peu, bien qu'ils pataugent un peu, mais je sais qu'à la finalité, il y aura toujours une solution pour favoriser une paix durable dans notre pays. Et en dehors de nos frontières, sachez que Douli Montouloulou, libre penseur et diaspora congolais résidant à Paris en France, a manifesté ses profondes inquiétudes à la suite de l'occupation de la ville volcanique de Goma par les forces négatives du mouvement du 23 mars. Il appelle les gouvernements en place de prendre ses responsabilités pour faire face à cette crise sécuritaire qui sévit à l'est du pays. Suivez. Cette guerre ne débute pas en 2018. C'est une vieille guerre, c'est-à-dire nous avons vécu cette guerre. Cette guerre a commencé, s'il faut le situer, plutôt la situer, c'est vers 1994, le début de la guerre. Mais vous avez suivi les péripéties. Comment est-ce que les autres ont fait pour essayer un peu de résoudre tant soit peu, n'est-ce pas, et apporter certaines solutions, certains compromis par rapport à cette guerre. Avant de résoudre un problème, il faut comprendre l'histoire parce que nous, on nous a appris à l'école l'histoire, événements du passé. Mais l'objectif, ou le but, c'est de connaître le passé, savoir comment ça s'est passé. Et finalement, après, que cela serve aujourd'hui comme leçon. Aujourd'hui au présent, et puis finalement aussi, enfin, pour que demain, dans l'avenir, ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Voilà l'objectif même, ou soit voilà le but même que nous avons étudié l'histoire. Aujourd'hui, je me rends compte que
l'histoire de la République du Congo n'a pas servi au régime de Tshisekedi, fort malheureusement. Mais cette guerre, nous avons compris, ce n'est pas une guerre qui va répondre à cette prétention de dire que Rwanda serait en danger, les Tutsis seraient maltraités. Non, non. Plutôt, c'est une guerre économique. Pourquoi? Parce que tous se retrouvent. Alors, dans cette guerre économique, pour finir cette guerre économique, il faut être stratège. La stratégie voudrait que quand il faut négocier, il faut négocier. C'est ainsi que vous allez remarquer que Kabila va dire « Je vais suivre partout où on va me demander d'aller pour résoudre ces problèmes pacifiquement. Pour la paix en République du Congo, je serai là. » C'était une façon de dépouiller les herbes, ou soit d'enlever les herbes sur les pieds de ceux qui, n'est-ce pas, voulaient vivre derrière la guerre. Situation de l'épidémie du Mpox en RDC, parlons-en. Il s'observe une baisse de cas suspects depuis 3 semaines. Le constat a été fait au cours de la réunion sur le point épidémiologique du lundi 10 février dernier. Selon les sources sanitaires, 2000 doses des vaccins AKM du Canada ont été réceptionnées pour renforcer la riposte en République démocratique du Congo. Regardez. On a vu que pour la ville, province de Kinshasa, on est autour de 115 cas actifs de malades et le taux d'occupation il est autour de 51% pour la ville, province de Kinshasa. Et sur l'ensemble du pays, en termes de cas, on est autour de 1847 cas pour les données venant de AIDSR, et tandis que sur les linguistes, c'est autour de plus de 2000 cas. Et la létalité est autour de 1,87%. Mais on a relevé aussi certains défis que nous avons par rapport à la vaccination, parce que nous devons commencer à aller à l'échelle avec la vaccination, parce qu'on venait d'avoir au cours de cette semaine une autre acquisition des vaccins, notamment 200 000 doses de MVA qui sont venues du Canada. Donc l'équipe du SGI, le pilier vaccination, a finalisé la stratégie de vaccination, et dans les prochains jours, nous devons déjà vraiment passer à l'échelle, déjà pour la ville-province de Kinshasa. La ville de Kisangani est plongée dans un délestage électrique sans précédent. C'est depuis le dimanche 9 février dernier. Cette ville a également connu la sécheresse d'eau dans des robinets, et c'est dans plusieurs quartiers de ces chefs-lieux de la province de la Tchopo. Cela fait suite d'une panne à la centrale hydroélectrique de cette province. La régie des eaux n'a pas été en mesure de fournir la quantité d'eau habituelle dans la 3e ville de la RDC. Suivez dans ces commentaires. La ville de Kisangani, plongée dans un délestage électrique drastique depuis le dimanche dernier, a également connu la sécheresse des robinets dans plusieurs quartiers. À la suite d'une panne à la centrale hydroélectrique de la Tchopo, la régie des eaux n'a pas été en mesure de fournir la quantité d'eau habituelle dans la ville. Lundi 10 février dernier, des Boyomé se sont rendus au fleuve Congo ou à la rivière Tchopo pour se baigner ou à ravitailler leur maison en eau. Cette pénurie a occasionné la perte en vie humaine. C'est même lundi dans les eaux de la rivière Tchopo. Il s'agit d'un jeune de 14 ans qui a perdu sa vie par noyade. Pendant ce temps, le gouvernement provincial a suppléé la régie des eaux en combustible pour desservir la ville jusqu'à l'après-midi de lundi. Seuls quelques quartiers étaient servis. Certains ont vendu un bidon de 20 litres à 1000 francs. Une organisation de la société civile a demandé à la régie des eaux de rendre public un horaire de fourniture d'eau dans la ville de Kisangani. À la SNEL, la réparation de la centrale ira jusqu'à jeudi à partir de 10 h du matin.
Toujours dans cette province de la Tchopo, vous le savez certainement que le membre de la société civile des différents territoires dénonce l'exploitation illicite de minerais par des sujets étrangers qui sont de mèche avec des coopératives congolaises en dépit de l'interdiction émanant de l'Assemblée provinciale. Voici dans ces reportages. À en croire de membres de la société civile de différents territoires de la province de la Tchopo, dénoncent des coopératives congolaises en collaboration avec des sujets étrangers continuent à exploiter la mine de cette province de façon illicite. En effet, le week-end dernier, des voix se sont élevées afin de dénoncer cette exploitation minière illicite. Cependant, dans le territoire de Bafouassende, la société civile Force Vive a constaté des activités d'exploitation minière dans les secteurs de Bakwandungu, Bafouandaka et Bameli. Par ailleurs, Franck Bangwabedi, président de cette structure, a noté la présence des sociétés chinoises dans ces endroits, alors que cette même situation est encore notifiée à Banalia et aussi à Mangui, où l'on voit des engins qui partent à Mangui pour exploiter. Selon Didier Maindo, de la société civile, plusieurs véhicules sont bloqués durant ces derniers jours à Banalia Centre pour raison d'attente de la traversée de la rivière à Rouimi, alors que le bac est en panne depuis la semaine dernière, signalant que ce véhicule en attente de traversée transporte des combustibles en destination des sites d'exploitation minière. Retenons que 75 sujets étrangers ont été comptés dans les récents rapports de ces sites miniers du territoire de Banalia par l'administrateur de cette entité. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble le bienfait du jacquier pour la santé à travers cet élément signé par votre rédaction. Le fruit du jacquier ou jacques-fruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie. On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Ils se consomment cuits, grillés ou bouillis. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B, avec un complexe élevé de composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine BD et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie. C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium entrent en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôlent la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conservent des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jacques-fruit, comme les lignanes, les isoflavones, les phytonutriments, les saponines, protègent contre le radicaux libre en cause dont la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse.
La page météorologique à présent, sachez que demain matin dans la ville-province de Kinshasa, il y aura de nuages légers et pas mal d'éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, attendez-vous à une pluie. Ça n'est fini pour cette grande édition du journal. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Le rappel des titres. Prestation des serments ce mardi 11 février de 3 juges de la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie solennelle a connu la participation du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi. Lors du briefing de presse, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katimbwe, a déclaré que le prince des églises, entre autres ceux de la Cinco et de l'ECC, n'ont pas reçu mandat du président de la République pour un quelconque dialogue en RDC. La réalisation de ces journaux ressort de la responsabilité qui incombe de la rédaction et de la technique. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez branchés sur votre chaîne partenaire d'excellence Kinactu Télévision. Au revoir.